Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Merci de nos webinaires EpiWin sur la dengue. Alors, ce webinaire est diffusé, il est enregistré et les présentations seront également mises à disposition sur le site web. Nous vous invitons donc tous à envoyer vos messages dans la chat box si vous en avez. Et pour les questions-réponses, vous pouvez mettre cela dans dans la case qui est réservée aux réponses, aux questions et réponses. Voilà. Je donne la parole au présentateur. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à cette nouvelle édition d'EpiWin. Aujourd'hui, nous allons avoir des informations sur la situation actuelle concernant la dengue. Nous avons plusieurs orateurs du siège de l'OMS, également dans les pays. On sait que la dengue est une des maladies virales les plus largement répandues et que en 2023, elle a touché 6 régions de l'OMS. La situation a été considérée comme relevant de l'épidémie en 2023 avec un pic attendu en 2024. Vous avez sur le site de l'OMS un grand nombre de données sur la situation de l'épidémie et sur la riposte. Comme on sait, le changement climatique a eu un effet sur l'évolution la transmission et l'on s'attend à ce qu'il y ait une expansion de la maladie des zones tropicales et sous-tropicales vers les zones tempérées et avec une montée de plus en plus haut aussi en altitude. L'OMS a la responsabilité de s'assurer que les pays sont capables de se préparer, de détecter les flambées. Donc, sans retard, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à ce webinaire EpiWin et je vais passer la parole au docteur Rahman qui dirige l'unité du contrôle des maladies vectorielles. Monsieur Rahman, docteur Rahman, vous avez la parole. Merci, Diana. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. C'est un plaisir de participer à ce webinaire qui va porter sur la lutte contre l'épidémie et voir un peu quelle est la réponse qui est apportée. Une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a eu une augmentation du nombre de cas de dengue. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette augmentation. Le changement climatique, comme l'a dit Diana, on sait que également le phénomène Le Niño a un impact sur la situation dans le Pacifique. On a donc une terre qui se réchauffe, qui fait que le moustique se multiplie plus rapidement et ainsi que la possibilité de transmission de maladies par les moustiques. Deuxième raison, changement de distribution du moustique vecteur qui fait que la maladie s'est diffusée. Alors, on sait qu'il y a une diffusion assez silencieuse qui se produit vers le sud et vers des territoires qui jusque-là n'avaient pas été touchés, et dont l'Europe. Troisième raison, donc nous avons un système de santé depuis la Covid qui a beaucoup souffert. Il faut reconstruire les capacités. Le système de surveillance est encore en train de rattraper le retard qu'il a accumulé suite à la pandémie de Covid. Mais la situation fait que l'expansion était importante l'année dernière. Donc on a des personnes asymptomatiques aussi qui font que la maladie se propage du fait de la reprise des voyages après la période de Covid.
autre raison, il y a des pays qui sont touchés par le chikungunya, le virus Zika et d'autres. Et le problème est que le système de notification n'est pas forcément fiable car dans certains cas, ces cas ont été reportés comme des cas de dingue ou d'autres. Donc, il y a un problème de fiabilité de la notification. Ensuite, autre question, la situation programmatique dans l'approche euh, adopté. Donc, au début de ce séminaire, je voudrais dire aussi, c'est que je suis tout à fait conscient que les pays d'Asie vont tenir une journée consacrée à la dengue et qu'ils se sont engagés à accroître la lutte contre la dengue. Et j'espère que c'est quelque chose qui va être suivi. C'est un exemple qui va être suivi par d'autres régions et que la lutte contre la dengue et les autres virus feront l'objet d'une lutte, qu'il y aura une plus grande sensibilisation et que les pays pourront mieux se préparer. Donc, merci beaucoup de l'opportunité qui nous est donnée d'aborder cette question aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à, au docteur Martina McMenamin. Non, pardon, excusez-moi, à Dr. Van Kerkhoff. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais juste ajouter quelques petites choses suite aux remarques introductives qui ont été faites. Vous connaissez le problème de la situation de la dengue, vous connaissez la maladie. En tant que maladie transmise par les moustiques, elle est très diffusée. En 2023, elle était présente dans 6 régions de l'OMS, donc pratiquement partout sur la planète. Il y a eu une extension dans les Amériques, l'Asie, le Pacifique, et on a eu également des notifications de cas en Europe, une augmentation aussi en Afrique orientale. Donc, décembre 2023, l'OMS a déclaré la dengue comme une des grandes urgences sanitaires pour que des mesures soient prises en 2024. Donc, c'est une situation très complexe, comme vous le savez tous. Euh, le fait que mais nous pensons que la transmission, la diffusion ne peut pas être enrayée uniquement par le secteur de la santé. Il faut qu'il y ait une collaboration et c'est pour ça que nous disons qu'il doit y avoir une approche plus large. Cette, donc l'augmentation de la présence de moustiques a une incidence directe sur l'augmentation de la maladie. On a vu qu'il y avait un changement dans le vecteur transmetteur au fur et à mesure que la maladie est présente vers le nord et plus haut en altitude. Nous avons également aussi une situation qui change dans les zones endémiques. On a vu par exemple des cas de dengue dans des endroits où ça n'existait pas. Donc, ça veut dire que la communication est importante. On peut penser dans certains cas que ce n'est pas la saison des moustiques, donc ce n'est pas la saison de la dengue, mais la situation change. En tant qu'OMS, nous devons nous assurer que tous les pays ont la possibilité de se préparer, notamment pour prévenir, pour détecter et contrôler les flambées de dengue en utilisant toutes les mesures possibles pour attaquer ces mesures, notamment surveillance épidémiologique, diagnostic laboratoire, donc diagnostic rapide par les laboratoires, gestion médicale et clinique rapide, surveillance, contrôle et également communication du risque et participation des communautés. C'est dans ce cadre que se tiennent nos webinaires. Il est important que les communautés puissent lutter contre le risque. Ce sont les premières qui peuvent faire quelque chose pour se protéger. En 2024, jusqu'à présent, plus de 7,5 millions de cas ont été notifiés et nous savons qu'il y a de plus en plus de cas qui vont l'être. On en parlera au cours du webinaire. Vous aurez également des informations précises sur la situation à Maurice et au Brésil, qui sont deux pays qui sont
touchés par la dengue en 2024. Donc, merci à tous ceux qui ont organisé ce webinaire. Merci à tous ceux de l'OMS qui ont participé, notamment Diana et toute l'équipe derrière le programme des urgences sanitaires. Merci à tous les collègues qui travaillent ces dernières années à Genève, dans les régions et dans les pays. Il y a un grand nombre de personnes qui travaillent sur la dengue, qui travaillent de façon collaborative, collective, pour faire face à cet énorme problème de santé. Merci Diana, je vous redonne la parole. Merci Maria pour ces informations. Merci pour les remerciements que je relais à tous les collègues. Nous allons maintenant commencer et puis oui, je vais donner la parole au docteur Martina McMenamine, épidémiologiste à l'unité d'analyse des événements dans le cadre du programme des urgences sanitaires de l'OMS. Elle va vous informer de ce qui est fait dans le cadre du tableau de bord concernant la dengue. Merci de me donner la possibilité de participer aujourd'hui. Si vous pouvez voir, dites-moi si vous pouvez voir mon écran. Bien, nous pouvons voir votre écran maintenant. Donc, comme l'a dit Diana, donc je dirige le projet qui travaille à l'urgence sanitaire dengue G3. Nous apportons notre soutien à ce qui est fait dans le cadre du programme des urgences sanitaires. Donc, au niveau mondial, jusqu'à fin avril, nous avons eu 7 890 546 cas qui ont été notifiés. Donc, pour l'année 2024 jusqu'à fin avril. Et nous pensons que le montant pourrait arriver au moins à 9 millions au vu des informations que nous recevons, notamment des Amériques. Donc, nous allons avoir un suivi de cette situation en temps réel que nous suivons. Nous avons 79 pays qui ont notifié des cas. 161 pays au territoire sont couverts par le système de surveillance et donc jusqu'à présent 82 ont notifié aucun cas pour 2024. Vous voyez sur le tableau qu'il n'y a eu aucun cas jusqu'à présent qui a été notifié dans la région Europe en 2024 et que la région Amérique représente plus de 7,7 millions de cas. Bon, il faut dire aussi que le système de surveillance dans la région des Amériques est très bien en place, ce qui explique aussi ces chiffres qui est élevé pour l'année 2024. Alors, ce qui est intéressant aussi, il faut voir la définition des cas. Nous avons un grand nombre de pays qui utilisent des définitions différentes. Donc, ça pose un problème pour la notification. Donc, c'est un peu difficile de faire des comparaisons entre les pays dans certains cas. Si on regarde les tendances pour 2024, on voit que dans la région Amérique, les 3 premiers mois, on a eu cet énorme pic qui a atteint un plateau. Et les autres régions, comme la région Afrique, Asie du Sud-Est et Pacifique oriental, on est en période de diminution du nombre de cas. La période la plus où les cas étaient les plus nombreux est maintenant passée. Si on voit ici donc la répartition géographique des cas, donc vous voyez en bleu foncé les cas les plus importants et en bleu clair l'Europe et le Canada par exemple qui n'ont fait rapport d'aucun cas jusqu'à présent.
Donc, nous sommes en train de travailler sur le système pour qu'il y ait plus de notifications en provenance de plus de pays. Voilà jusqu'à présent le niveau d'incidence dans les pays et territoires. Le Brésil est le troisième en termes d'incidence, vous le voyez, à 6,2 millions de cas qui ont été notifiés à la fin du mois d'avril. Important également pour le Paraguay et d'autres pays de la région qui sont importants, l'Argentine aussi. Alors, si on regarde la tendance annuelle au niveau mondial, on voit que le nombre total de cas notifiés ici figure sur le tableau et l'on voit au fur et à mesure des années une augmentation rapide depuis 2021. Et vous voyez les données aussi pour fin avril 2024 sur le tableau et l'on voit que pour 2024, jusqu'à présent, on a déjà plus de cas qu'on en a eu en 2023 sur toute l'année. Donc ça montre bien l'augmentation. Et en bas, le nombre total de décès avec une augmentation également en 2003 qui peut s'expliquer aussi par l'augmentation, l'amélioration de la surveillance. Voilà pour le contexte historique. Bon, nous n'avons pas de données historiques pour toutes les régions, pour tous les pays. On en a surtout pour les pays des Amériques. En 2024, dans les pays pour lesquels on a eu un historique, on observe que l'on a une augmentation déjà très importante. Et pour la tendance par pays, je voudrais dire que donc la situation ne concerne pas seulement le Brésil, mais d'autres pays, l'Argentine, la Colombie, d'autres régions, la République dominicaine, le Costa Rica. euh, Ce sont des pays également où l'on observe cette augmentation. Il n'y a donc pas que le Brésil qui est concerné. Alors, ce qu'on a dit au début, il y a une modification dans la saisonnalité du virus. Vous voyez en bas à gauche donc l'évolution de la situation dans les Amériques. Vous pouvez voir que dans l'hémisphère sud, une augmentation dans les premiers mois de l'année. Donc, sur les graphiques de droite, vous voyez les cas en fonction du vert, donc la période entre 2017 et 2020, et en rouge 2021-2024. Donc, on voit une modification de la saisonnalité notamment pour la partie du sud, pour l'hémisphère sud, jusque juillet-août. Et dans les Caraïbes, vous voyez un pic en fin d'année. Donc ça veut dire qu'on observe vraiment un schéma qui change au niveau des pays et au niveau des régions. Pour l'Asie du Sud-Est maintenant, brièvement, vous pouvez voir les taux d'incidence qui montent également par rapport aux années précédentes, notamment au Bangladesh et en Thaïlande pour l'année dernière. Et si on regarde la saisonnalité pour ces pays, vous voyez par exemple pour le Sri Lanka, deux pics dans l'année, alors que pour le Bangladesh et la Thaïlande, on a tendance à avoir un seul pic pendant l'année avec des incidences plus, plus importantes. Et c'est ce que nous voulons voir d'ailleurs. Nous voulons creuser un petit peu les recherches dans ce domaine-là. Ici, vous voyez
Donc l'intégration de la surveillance avec également la surveillance du chikungunya et du Zika qui nous permet d'avoir une idée un peu plus claire de la circulation des différents virus. Le bleu, c'est les trois virus présents avec donc transmission avec les différents vecteurs. En vert, vous avez la transmission de 2 sur 3 virus. Donc, vous voyez une co-circulation dans de grandes parties du monde. Et nous voulons justement voir avec la surveillance, voir quelle est la différence dans ce qui se passe. Donc, comme je disais, nous avons eu 7,9 millions de cas, 4 000 décès au niveau mondial dans 79 pays entre janvier et avril 2024. Le nombre de cas notifiés jusqu'à la fin d'avril est supérieur à 6,6 millions de cas donc c'est déjà supérieur, enfin, c'est déjà supérieur aux 6,6 millions de cas qui ont été notifiés pour le monde entier en 2023. La surveillance mensuelle est en place dans 161 pays, 82 n'ayant notifié aucun cas entre janvier et avril 2024. Donc, pour les informations qui sont disponibles, comme je l'ai dit, nous avons des régions, nous avons plus d'informations et qui nous montrent qu'il y aurait une saison d'incidence plus longue ces dernières années dans les pays où la situation est endémique, avec une variation néanmoins suivant les pays et les régions. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, nous avons vu votre écran quelques secondes, celui que vous vouliez nous montrer, voilà, mais voilà, il est là. Donc vous voyez ici le dashboard, donc le tableau de bord qui vous montre les informations. Ici, donc une présentation au niveau mondial pour 2024 et plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez avoir par année, par mois. Vous pouvez avoir un tableau également par région, par pays. On a également ici, voilà, regardez par pays. Si on cherche le Brésil, par exemple, on a les données ici avec la situation actuelle en 2024, mais on peut également voir le niveau de gravité avec des comparaisons historiques dans le pays. Donc vous voyez ici, c'est assez clair cette comparaison avec les années précédentes. On a également le taux de létalité. On peut télécharger les informations. Donc vous avez toutes sortes d'informations ici sur le tableau de bord. Vous avez également l'adresse email que vous pouvez envoyer des réactions si vous le souhaitez. Voilà, je vais en rester là de ma présentation. Merci beaucoup, Martina, pardon, pour la présentation. Merci de nous donner le lien dans le fil de discussion pour que les participants puissent y accéder. Nous en avons 160 en ligne. Merci à tous. Et je vais maintenant donner la parole à notre orateur suivant, Dr Awa Ndir, qui va nous parler brièvement de la riposte au niveau mondial et des étapes pour l'avenir. Merci, Diana. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Comme vous le savez tous, enfin comme vous le savez peut-être, les maladies qui évoluent en fonction du climat sont en expansion ces dernières années et la dengue en fait partie. Comme l'a dit Martina dans sa présentation, on a ici une distribution géographique de la dengue qui augmente, puisque la dengue touche des pays qui n'étaient pas touchés précédemment. Et comme
Bon, l'a dit le docteur Rahman, donc pour les raisons qu'il a évoquées et du fait du manque de financement que l'on a pour la lutte contre la maladie, nous avons des difficultés. C'est ce qui a conduit à la situation actuelle et l'OMS a déclaré dengue comme une urgence sanitaire. Donc c'est une urgence sanitaire niveau 3. Et notre équipe a commencé à travailler au 1er décembre 2023. Donc, il y a eu le niveau 3, qui est le niveau le plus élevé pour une urgence sanitaire. Et donc, à partir du moment où on a déclenché ce niveau d'alerte 3, un certain nombre de mesures ont été prises. On a mis en place des équipes avec Diana et Martina. Il y a 2 semaines, nous avons revu un peu les niveaux, le niveau de risque et du fait de ce niveau élevé toujours au niveau mondial, le niveau 3 a été prolongé de 6 mois encore. Donc, le travail de l'équipe est de coordonner les efforts de contrôle, de renforcer la réponse au niveau régional et également au niveau national. Et nous avons des responsables au niveau national qui sont avec nous aujourd'hui pour le webinaire. Nous allons passer à la diapositive suivante. Alors, que l'équipe a plusieurs objectifs, notamment mettre l'accent sur certains domaines prioritaires. Comme l'a dit Martina, il y a tout un travail qui a été fait en termes de surveillance mondiale. Et c'est la première fois, en effet, qu'on a une idée bien claire de la situation concernant la dengue en temps réel pratiquement. Et, euh, et nous tirons les enseignements des pays qui ont un système de surveillance mieux défini, comme notamment la région des Amériques, pour essayer de voir ce qui peut être fait dans les autres régions. Donc, l'équipe, comme ça a été souligné, fait un travail formidable pour intégrer tous les arbovirus comme le chikungunya et le Zika. Ensuite, deuxième domaine, il s'agit des orientations et de l'appui technique proposé par l'équipe actuelle. Il met à jour et élabore des orientations fondées sur des données factuelles portant sur la prise en charge clinique, les tests en laboratoire, etc. La lutte antivectorielle, nous allons donc pouvoir intégrer ces éléments et l'équipe planche également sur des supports pour la communication sur les risques et la participation des communautés. Comme cela a été dit dans le discours liminaire, les communautés ont un rôle clé à jouer dans cette riposte. Et il y a tout le travail évoqué par Raman au niveau de la lutte antivectorielle, ce qui est absolument nécessaire non seulement pour la dengue, mais pour d'autres arbovirus, et ce, en collaboration avec la communauté. En dehors de tout cet appui technique fourni par l'équipe IMST au niveau du siège, sans compter l'appui financier qui est fourni, il y a un appui financier limité actuellement par rapport aux besoins immenses des pays. Et cette équipe IMST, enfin, nous a vraiment permis d'améliorer la sensibilisation à la question de la dengue et accroître l'intérêt des bailleurs de fonds afin qu'ils puissent entreprendre davantage d'activités au titre de la riposte. Nous sommes également dans la dernière ligne droite pour ce qui est de notre plan stratégique, ce qui nous permet de nous attaquer au jour le jour aux différents arbovirus. Nous pourrons organiser diverses séances d'information et
j'évoquerai le travail de l'OMS et les activités prévues afin que les États soient mieux préparés aux flambées futures. Nous espérons également pouvoir mobiliser des fonds et renforcer la coordination entre les partenaires. Nous devons vraiment travailler de concert pour faire en sorte que la dengue ne soit plus une maladie tropicale négligée. Voilà, j'en ai terminé. Merci, Dana. Merci beaucoup pour cette synthèse de tout le travail qui a été effectué au cours des derniers mois et ce en quelques minutes. Merci beaucoup d'avoir évoqué tout ce que nous avons pu faire en collaboration avec les pays, avec nos partenaires. Alors, nous allons maintenant entendre des témoignages et des enseignements tirés des dernières flambées des pays. Je donne la parole au docteur Abba qui a géré la situation à Maurice. Elle va évoquer notamment la situation et les enseignements tirés. Docteur Abba, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais partager ma présentation. Excusez-moi, j'ai du mal à partager mon écran. Voilà. Alors, je vais évoquer la situation de Maurice pour ce qui est de la dinde. Comme vous le savez, nous sommes une toute petite île et nous nous trouvons à l'est dans l'océan Indien. Nous sommes quelques 2,5 millions d'habitants et Maurice fait partie de la région africaine. Donc, si nous revenons à la région africaine, comme mes collègues l'ont dit et comme vous le montre ce tableau, cette région a été la plus touchée par la dengue. Vous voyez ici les chiffres pour 2023 et 2024. En 2023, il y a eu 100 il y a eu quelques 117 530 cas confirmés et la situation s'est un peu améliorée en 2024, mais elle est tout de même préoccupante. Si l'on se penche sur le graphique à droite, vous voyez les domaines qui sont, ou les zones plutôt, qui sont durement touchées. Il y a le Burkina Faso, l'Éthiopie, Sao Tomé-Principe, Maurice, ainsi que le Mali. Diapositive suivante. Dans la région africaine, l'équipe conjointe de gestion des incidents a renforcé la coordination au niveau de la lutte anti-vectorielle et des acteurs des situations d'urgence sanitaire. Il y a également eu un webinaire, une série sur 5 jours portant sur la dengue qui a regroupé quelques 500 professionnels émanant de 50 pays. La région Afro a fourni un appui logistique et opérationnel, ce qui a permis de distribuer des fournitures essentielles dont la valeur est estimée à 187 000 dollars états-uniens. Maurice a également reçu une partie de cet appui. En ce qui concerne les allocations financières de la part des pays qui reçoivent des fonds du fonds de réserve. Il s'agit du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Mali, de Maurice et nous avons reçu 1,8 million au total pour ces pays de ce fonds d'urgence. Un cadre exhaustif
de préparation de riposte contre la dengue a été rédigé en anglais, français et portugais afin de servir de référence. Et plusieurs spécialistes ont pu nous appuyer en matière d'entomologie, de lutte antivectorielle, d'épidémiologie et de communication des risques. Et Maurice a également pu bénéficier du concours de ces experts. Alors, nous revenons à mon île. Il s'agit donc d'une petite île, comme je l'ai dit. La population est très modeste puisqu'elle s'élève à 1,27 million. Et il y a en réalité deux îles. La population urbaine représente 42% de la population, tandis que 58% de la population est rurale. Il faut savoir que nous dépendons grandement de l'industrie du tourisme. Nous sommes un petit État insulaire en développement et nous accueillons quelques 1,4 million de touristes. Voilà les chiffres, en tout cas pour 2024. Nous estimons que le nombre de touristes va aller en augmentant. En ce qui concerne la dengue en elle-même, Maurice l'avait éliminée avant la flambée de 2009 et depuis lors, nous avons eu quelques flambées qui n'ont pas été classées car elles ont pu être contenues en l'espace de quelques semaines et parce qu'elles étaient très circonscrites sur le plan géographique. En 2023, une flambée a débuté. À nouveau, nous avons pu la contenir, mais à la fin de l'année 2024, il y a à nouveau eu une flambée qui est encore en cours et qui a mené à plusieurs cas jusqu'à aujourd'hui. Il y a donc une flambée prolongée pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Lorsque nous pensons aux facteurs ayant pu contribuer à cette flambée, nous revenons à ce qui a été mentionné auparavant, le changement climatique. Nous avons un climat tropical également, donc au même titre que les pays tropicaux, nous sommes frappés par les manifestations du changement climatique, des cyclones, etc. Et cela aurait pu contribuer à l'aggravation de cette flambée. Diapositive suivante. Donc, depuis le 11 décembre 2023, il y a eu 8 943 cas notifiés. 9 décès sont directement liés à la dengue. 10 autres décès concernent des patients qui souffraient de la dengue, mais qui sont décédés d'autres maladies. À Maurice, le vecteur Aedes albopictus est le principal vecteur et nous n'avons détecté que le sérotype 2 dans le pays jusqu'à présent. Comme nous l'avons dit auparavant, nous sommes une destination très touristique et nous nous attendons à ce qu'un autre sérotype fasse donc son apparition sous peu. Beaucoup d'évaluations ont été menées par des entomologistes et des épidémiologistes ainsi que par des experts provenant de l'OMS afin d'appuyer la riposte de notre pays. Et l'une des principales conclusions de ces partenaires est que la transmission se fait principalement par des petits contenants, des contenants de taille petite à moyenne près des résidences privées. Il s'agit donc des vecteurs qui sont à l'extérieur, qui sont attirés par ces récipients. Il y a quelques 44 000, il y a 2000 cas sur 44 000 habitants pour Maurice et Rodriguez. Donc, ces chiffres sont relativement élevés.
vous voyez que la courbe est en train de redescendre suite à toutes les activités de riposte que le ministère de la Santé a menées avec l'appui de l'OMS. Il s'agit de l'aide du monde pays et du siège. Diapositive suivante. Alors, pour ce qui est des piliers, la coordination de la situation d'urgence était pilotée par le ministère de la Santé sous l'égide de l'OMS qui a entouré tout déploiement d'activités, tout appui. Pour la surveillance, les cas sont notifiés dans les 24 heures. Nous n'avons pas atteint la cible de 90%. Notre taux de détection est très bon. Au début, les établissements n'avaient pas assez de tests de diagnostic rapide, mais une fois que ces tests ont été disponibles, nous avons pu en disposer au niveau des établissements et améliorer la détection des cas. Les tests PCR sont également utilisés pour certains cas. Nos établissements sont maintenant extrêmement bien équipés et ils sont à même de détecter les cas de dengue. La division de la biologie vectorielle se charge de la lutte antivectorielle. Ils sont également très bien équipés au sein d'une unité idoine. Ils utilisent l'indice de Pareto pour déterminer les activités à mener. La plupart du temps, ces activités sont synchronisées, mais parfois, on se retrouve face à des situations où cette synchronisation pourrait être améliorée. Pour la prise en charge des cas, plus de 80% des cas sont pris en charge à domicile avec l'appui d'unités médicales à domicile. Tout patient pour lequel on pose un diagnostic de dengue aura droit à une évaluation des risques, puis une décision est prise pour savoir si le patient doit être hospitalisé ou s'il peut rester à domicile. Si il reste à domicile, cette unité offre une supervision, dispense des soins et vérifie les paramètres vitaux. Et évidemment, si la situation s'aggrave, les patients sont réacheminés vers l'hôpital. Communication des risques, participation de la communauté. Le démarrage a été lent, mais nous avons rattrapé notre retard en lançant des programmes télévisuels, radiophoniques. La plupart des campagnes se sont faites par la remise de petits dépliants. Il y a également eu des programmes de formation. Nous avons pu mobiliser des personnes afin qu'elles répandent des informations sur la dengue. Ensuite, pour ce qui est de l'appui opérationnel et logistique, nous pouvons vraiment remercier l'OMS pour l'aide reçue parce qu'à un moment donné, nous n'avions pas accès à un test de diagnostic rapide. Or, grâce à une excellente coordination, nous avons pu avoir accès à ce type de test. Diapositive suivante. Pour ce qui est de la riposte, nous avons eu l'appui d'experts entomologues pour la lutte antivectorielle. Ils ont permis de former plus de 300 responsables qui ont pu observer les comportements des moustiques sur leur lieu de reproduction. Nous avons pu formuler des recommandations exhaustives auprès du ministère sur la base de nos observations. Nous avons reçu une somme s'élevant à 250 000 dollars américains du Fonds de réserve pour les situations d'urgence. Ces fonds ont été utilisés pour la riposte et également
pour assurer la fourniture euh, de tests diagnostiques, de crèmes répulsives, d'aquacotrine, de ventilateurs, de moustiquaires imprégnés d'insecticides, de kits, etc. Nous avons également pu obtenir une aide pour l'élaboration du CITREPS. L'un des principaux contributeurs à l'épidémie est en fait la résistance aux insecticides. Nous avons enfin reçu des kits de résistance aux insecticides afin de pouvoir mener les études appropriées. Nous cherchons à déterminer quels insecticides peuvent être utilisés pour endiguer la flambée de dengue et toutes ces études sont en cours. Pour la communication des risques et la participation des communautés, plusieurs experts ont souligné que nous avions des lacunes à ce niveau. Un plan de communication a été élaboré par des experts provenant du bureau régional. Cela nous a permis de formuler un plan d'action qui a entre-temps été validé et nous espérons qu'il pourra être mis en œuvre rapidement. Nous avons également élaboré une stratégie de lutte antivectorielle, une stratégie pour gérer la résistance aux insecticides. L'oratrice, excusez-moi, docteur Abba, puis-je vous demander de conclure, s'il vous plaît? Nous avons peu de temps à disposition. Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais vous demander si vous pouvez conclure pendant que nous essayons de régler les problèmes techniques, docteur Abba. Merci beaucoup. Puis-je continuer? Oui, je vous en prie. Je crois que ce que nous pouvons tirer comme enseignement, c'est que il s'agit de la pire flambée du pays. Plusieurs facteurs peuvent être mis en exergue, le changement climatique, des cyclones, etc. Et cela montre que nous devons mettre davantage l'accent sur l'EPR, sur la préparation et la prévention par le biais d'un financement, étant donné que nous dépendons largement du tourisme. Ensuite, il y a la résistance aux insecticides qui est source de préoccupation, mais nous sommes en train de plancher dessus et il convient d'adopter une approche en matière de communication qui permette de faire participer la communauté. Voilà pour ce qui est des prochaines étapes. Il y a l'oratrice, excusez-moi, nous n'avons plus le temps. Docteur Abba, je vous demanderai de bien vouloir conclure en 20 secondes afin que nous puissions passer à l'orateur suivant. Pouvons-nous aller à la dernière diapositive? Prochaines étapes, next steps. Alors, nous allons étudier la riposte apportée pour s'attaquer à la dengue à Maurice. Nous allons également devoir renforcer les capacités en matière de ressources humaines ainsi que les capacités institutionnelles. Nous allons formuler une stratégie, mener une étude portant sur la résistance aux insecticides,
renforcer le système de surveillance des arbovirus et renforcer la qualité des publications. Nous allons notamment reprendre les meilleures pratiques, aborder les défis et veiller à transférer les données de façon appropriée pour lutter contre cet arbovirus. Voilà, j'en ai terminé. Vous pouvez afficher la dernière diapositive. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir évoqué tous les enseignements tirés, toutes les difficultés que vous rencontrez à Maurice. Je suppose qu'il y aura des questions de la part des auditeurs pour vous plus tard. Je donne la parole à notre prochaine oratrice qui nous provient du ministère de la Santé du Brésil, Dr Livia. Vous avez la parole. Bonjour, bon après-midi. Merci pour cette invitation à participer au webinaire. Nous allons commencer. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bien, je voudrais vous parler un peu de mon pays, qui est un pays qui s'étend sur presque tout le continent, 203 millions de personnes, 5 560 communes et 27 États dans la Fédération du Brésil. Un climat avec des températures qui varient entre 25 et 27 degrés, climat marqué par des pluies abondantes dans le pays. Il est important de parler également du système de santé brésilien. Nous avons un système unique, gratuit, donc toute personne peut accéder au système de santé. Il est composé de 3 entités fédérales. Donc le ministère de la Santé chapeaute le système. Nous, on s'occupe du diagnostic et chaque État participe aussi à la formulation de la politique. Et au niveau des municipalités, c'est là qu'a lieu la surveillance des cas. C'est là que se fait le travail de contrôle vectoriel et la notification. Voici la situation historique. Depuis 86, nous avons enregistré systématiquement les cas de dengue au Brésil. Donc, nous avons eu un certain nombre, donc plusieurs cas d'épidémie, mais donc on suit plusieurs épidémies, mais la dengue étant l'épidémie la plus importante pour notamment 2024. Hein. Elle atteint un niveau jamais vu dans l'histoire. Le nombre de cas ici, 2024, c'est la totalité des cas de 2020 à 2021. On a une situation en 2024 qui est déjà supérieure à ce que l'on a connu ces 2 années ensemble. Donc, on a plus de 5 millions de cas, 5 800 000 cas, 3 643 décès confirmés et une partie des cas étant confirmés sur les 2945 qui apparaissent également. Bon, nous faisons un suivi qui fait que nous en prenons compte à part. La partie bleue que vous voyez sur le graphique ici, ce sont les cas de 2024 et en bleu clair, les nombres de cas pour 2023. Donc, vous voyez qu'on a un seuil très élevé au cours de la semaine, notamment en 21, avec un pic de transmission qui déjà cette semaine-là était supérieur à toute l'année 2023. Ensuite, les cas de chikungunya que nous suivons également. Nous avons une situation qui est moins importante, comme dans d'autres pays. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de cas de chikungunya peuvent être notifiés comme de la dengue.
Donc, pour l'instant, nous avons 212 000 cas confirmés. Et pour le virus Zika, vous voyez la majorité des cas qui sont notifiés sont confirmés. Et on utilise une sérologie avec des études croisées avec la dengue pour nous permettre de vérifier de quoi il s'agit. Voilà la situation sur cette carte. Vous voyez ce qui explique notre préoccupation. Vous voyez, en fonction des couleurs sur la carte, que le nord du pays, qui était une région endémique, eh bien, on voit qu'en 2004, on a une extension de la maladie vers d'autres régions, vers d'autres États, notamment à l'est et au sud. Et au départ, il y a eu des cas qui pouvaient faire penser à d'autres situations virales comme le chikungunya ou autres, et raison pour laquelle on a fait des tests pour pouvoir détecter et vérifier qu'il s'agissait bien de dengue. Vous voyez ici l'infestation du vecteur, du moustique vecteur de la maladie. En 95, 1753 communes infestées. En 2014, 4532. Et en 2024, 5385 communes infestées. Alors, nous avons une circulation actuellement de 4 sérotypes. On ne voit pas dans la légende de la dengue 4, mais nous avons bien 4 sérotypes avec une mutation très rapide fin de l'année dernière qui a certainement contribué à l'épidémie que l'on connaît actuellement. Ici, on voit que nous avons un certain nombre de communes où il y a un niveau de transmission particulièrement élevé, avec ici une division entre les communes avec moins de 100 000 habitants et ceux qui ont plus de 100 000 habitants. Donc 48% pour les premiers, 51% pour les suivants. Et on a vu également que on a 93% des cas aujourd'hui qui représentent, qui se concentrent dans les villes de plus de 100 000 habitants. Donc, on voit une concentration dans les villes densément peuplées du pays. Alors, il faut aussi parler du changement climatique qu'on a déjà évoqué ici. On voit le réchauffement de la planète qui se traduit également dans notre pays et qui a des conséquences. Vous voyez par exemple à droite le fleuve Noir qui est touché par une sécheresse jamais vue. Et dans le sud, c'était une région qui était plus verte et qui ne l'est plus, ce qui contribue au scénario qu'on connaît en ce moment. Il faut également parler de la situation sociale. La grande partie des constructions illégales n'ont pas de collecte des poubelles, n'ont pas accès à l'assainissement. Et ça, c'est également quelque chose d'important. Ici, on voit sur la carte à gauche les parties en bleu où il y a un niveau faible d'activité. Et à droite, on voit qu'avec le nouveau système de notification des cas, on voit que un certain nombre de cas de chikungunya pouvaient être considérés comme de la dengue et vice-versa. Ensuite, les actions de préparation que nous avons mises en place. En août dernier, nous avons réuni un certain nombre de spécialistes pour évaluer la situation.
Et on a fait tout un travail d'examen de la situation depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, avec une étude de la situation clinique. On a tenu également donc cette réunion pour parler du contrôle, de la surveillance et sur la base du guide qui a été élaboré en 2019 pour voir comment on pouvait utiliser l'ensemble de ce qui était déjà en place pour améliorer le suivi. Et on envisage donc les prochains mois de publier un nouveau guide, un guide actualisé. Donc, comme j'ai dit, nous avons cette alerte de l'OMS et des publications de septembre. Et l'on a commencé à faire un travail de modélisation qui nous permet de travailler sur la situation au Brésil. Donc, nous calculons d'après cette étude qui nous permet de faire la modélisation que l'on devrait avoir en septembre 100 000 cas. Alors, on sait que la modélisation est dynamique et il est fort possible qu'en septembre, on dépasse encore ce nombre. Mais le travail qui a été fait là est très important pour nous permettre de définir les mesures que l'on va prendre au niveau sanitaire. Nous avons aussi tenu une réunion en octobre qui a réuni un grand nombre d'États et la plupart des communes endémiques pour travailler sur un plan de lutte. On a parlé également de tous les moyens que l'on peut mettre en place pour lutter contre la diffusion du virus. Alors, côté publication, nous avons publié deux notes d'alerte à l'intention des États et des municipalités sur l'augmentation des cas de dengue. On a mis en place également ce qu'on appelle une salle nationale de suivi des arbovirus depuis décembre 2023 et l'on a travaillé de façon très avancée dans le domaine de l'assistance, la surveillance, le contrôle, la recherche, la riposte. On a également ouvert des marchés publics pour acheter des solutions réhydratantes, sérum, paracétamol, dipyrone, des kits insecticides, etc. Nous avons décidé d'un transfert de ressources important euh, pour lutter contre le virus et également intensifier la formation pour la prise en charge clinique de la dengue et du chikungunya auprès des médecins et du personnel infirmier. Et enfin, là, je voudrais parler de la riposte. Nous avons mis en place un plan de lutte au niveau national et l'on travaille avec les États et les municipalités où l'incidence est très élevée, avec un nombre élevé de décès également. Nous passons à la diapositive suivante. Ici, bien, on sait que lorsqu'on est en pleine épidémie, tous les efforts doivent être mis en place pour aller de l'avant. On doit mettre l'accent sur la gestion vectorielle, la formation des professionnels du secteur de la santé et l'organisation des services pour faire face à la maladie, au décès. L'assistance au Brésil, elle se fait au niveau de l'assistance primaire, qui est le point d'entrée pour toute personne qui a besoin d'accéder aux soins. Donc, nous avons un certain nombre de questions d'adhésion à l'identification du risque, sur quoi nous travaillons. Mais l'idée, c'est d'avoir au moins l'hydratation orale qui est fournie à ce niveau-là et lorsque des soins plus importants doivent être apportés, pouvoir diriger les personnes vers l'hôpital. Nous avons également mis en place un centre d'opération
contre la dengue et les autres arbovirus. Ce centre d'opération est en cours. On a 128 jours d'activation, 58 rapports quotidiens et hebdomadaires, 10 décrets d'urgence qui ont été publiés dans les EPA et 683 communes ont également décrété l'état d'urgence. Il y a également un soutien supplémentaire qui a été apporté dans 16 cas et tous les points que vous voyez sur la carte, ce sont les endroits qui ont bénéficié d'un soutien technique et logistique du ministère, donc avec des équipes du ministère qui travaillent avec les équipes locales. Ici, on voit qu'il y a eu plus d'1 million de tests sérologiques qui ont été distribués, 840 tests moléculaires, 104 tonnes de larvicides qui ont été distribués, 9,9 tonnes d'insecticides pour tuer les adultes. Ici, nous avons les chiffres concernant l'attention primaire. Comme je dis, donc il y a eu 1,5 million de personnes euh, où il y avait un cas de dengue soupçonné. Et il faut bien dire que l'assistance primaire a un taux de couverture dans le pays de 80% pratiquement dans tous les États. Donc c'est quelque chose qui est très important car ces centres d'attention primaire sont très importants dans la lutte contre l'épidémie. Alors, je sais que je n'ai plus le temps, mais je voulais simplement vous montrer un peu le manuel sur la prise en charge clinique avec la division par couleur en fonction du niveau d'urgence. Ici, le niveau de classification du risque. Il y a eu publication d'un manuel de prévention, diagnostic et traitement qui a été fait par le ministère. Diapositive suivante, voilà, on voit ici un peu l'arborescence pour le suivi du chikungunya et également, parce qu'on a des agences qui travaillent également sur le chikungunya. Nous avons encore d'autres manuels, le plan de contingence, les lignes directrices pour l'organisation des services de santé, le guide de surveillance. Nous avons également publié des vidéos assez courtes de sensibilisation, de formation sur le chikungunya et la dengue. Nous avons également organisé des webinaires. Vous avez le lien ici si ça vous intéresse de pouvoir les visionner. Autre webinaire qui a été organisé également, où il y a eu plus de 8000 médecins qui se sont réunis pour suivre une formation sur la prise en charge de la dengue. Nous avons ici les campagnes publicitaires qui ont été faites. On travaille également avec les professionnels de sciences comportementales pour que les gens sachent ce qui doit être fait. Donc, c'est un peu donc pour faire participer la population à la lutte contre la maladie, voir ce que les gens peuvent faire chez eux. Et on a également eu deux ateliers, enfin une réunion pour discuter au mois d'avril sur la riposte et l'on prévoit un atelier de préparation du plan pour 2004-2025. Alors voilà nos défis. Pour conclure, la question des diagnostics en laboratoire, nous aimerions avoir un plus grand nombre de diagnostics possibles pour avoir une idée plus claire de la représentativité épidémiologique. On a une question également, un défi côté résistance vectorielle. Bon, ça c'est un problème au niveau mondial. Euh, on a également un travail à faire du côté de la définition des cas pour être sûr que la définition soit bien claire. Nous avons également un système d'information qui est solide, mais pas pour tous les arbovirus. Le ministère de la Santé doit améliorer son système d'information. Également des besoins à prendre en compte qui sont ceux des enfants. Nous devons également améliorer notre capacité de riposte à l'épidémie.
car là, nous sommes face à une épidémie avec un grand nombre de décès. Nous devons aussi accélérer les technologies de contrôle de vecteurs, des nouveaux vecteurs, mettre en place de nouveaux protocoles, car il y a question aussi des changements de comportement de la population, sur quoi on doit travailler, question de la structure politique, la recherche et la préparation des nouveaux décideurs, car nous avons des élections municipales en septembre, octobre. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer au Brésil à l'automne à ce moment-là, et c'est aussi quelque chose qui nous préoccupe. Alors, les nouvelles technologies sur lesquelles nous avons travaillé, je ne vais pas entrer dans le détail. J'arrive à la fin, je pense. Voilà, merci. Vous voyez ici toute notre équipe. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de vous faire part de notre situation. Merci beaucoup, Sœur Livia. Merci à tous les orateurs. Nous avons maintenant un aperçu de la situation globale pour ce qui est de la dengue. Nous avons ainsi également une meilleure idée de l'appui apporté par l'OMS en matière de riposte lorsqu'il y a des situations d'urgence. Et vous avez maintenant entendu deux pays qui ont des tailles différentes, dont les dynamiques de transmission sont différentes et vous avez également une circulation virale différente. On voit qu'un certain nombre de mesures ont pu être prises récemment face à des flambées importantes au cours des dernières années. Le système de surveillance est en train d'être renforcé et puis il y a déjà des enseignements à tirer. Euh, on voit que la situation est telle, en tout cas à Maurice, alors que par exemple au Brésil, il y a de nombreux arbovirus qui circulent en parallèle et cela fait des décennies qu'ils doivent gérer ce problème et on voit également émerger de nouveaux virus. Donc, nous avons maintenant un bon aperçu, une bonne vue d'ensemble et nous ferons en sorte que les participants aient accès aux exposés. Alors, j'ai quelques questions pour les panélistes. Pourriez-vous évoquer un enseignement tiré de ces flambées récentes? Quel serait le conseil à donner au pays? Tout d'abord, docteur Livia, puis docteur Abba. Je considère qu'il est très important de pouvoir travailler ensemble. Nous savons que nous avons un nouveau défi, une nouvelle épidémie qui arrive, et il y a tout un travail de surveillance à faire. Et il est important aussi de travailler en période de baisse, de basse transmission. Comme on sait mieux maintenant quand se passe la circulation, pendant cette période de basse transmission, c'est important de sensibiliser la population, important de travailler à ce moment-là pour préparer également les services d'assistance. Et nous, je pense que nous avons beaucoup à tirer de l'exemple de Maurice, de ce qui se fait pour le suivi à domicile. Et je pense que pour une épidémie de cette ampleur, c'est un vrai défi. Donc on a vraiment un gros travail à faire au niveau de la prévention. Merci beaucoup. Docteur Abba, pouvez-vous évoquer ce que vous retenez des situations vécues? Quel est le message que vous transmettez aux participants? Merci. Je crois que pour Maurice, la leçon à retenir, c'est l'importance de la coordination dans les situations d'urgence. La coordination a été satisfaisante, mais nous devons encore progresser. Avec la DAG, nous avons réalisé que de nombreux secteurs devaient pouvoir collaborer. Il faut qu'il y ait un flux d'informations entre les secteurs. Il faut également coordonner les activités et cela fait vraiment la différence.
La communication intersectorielle ainsi qu'avec l'extérieur sont également des éléments importants. Voilà principalement ce que nous avons retenu de notre expérience et j'ajouterai un mot concernant la préparation. Le pays était prêt, mais pas pour une telle flambée. Merci. Merci beaucoup pour vos excellents conseils. Peu importe la transmission dans le pays, le maître mot, c'est vraiment préparation, préparation, préparation. Il faut former les médecins, préparer les activités de détection et préparer les intervenants à la prise en charge des arbovirus lorsque la situation est plus calme. Mais il faut également s'occuper de la collaboration entre les secteurs. En effet, cela ne concerne pas que le secteur de la santé. Il faut une approche globale pour prévenir ces flambées, y faire face et s'en remettre. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps imparti. Nous avons eu une excellente séance et nous vous remercions. Nous allons répondre aux questions du chat par email. Nous verrons avec nos collègues EpiWin comment nous allons nous y prendre. Il y a beaucoup d'intérêt vis-à-vis des systèmes de surveillance, des différences entre les systèmes de surveillance dans la région et au sein des différents pays. Il y a certaines régions où la définition des cas de 1997 est utilisée. Dans d'autres cas, il s'agit de la définition de cas de 2009 et nous sommes en train de mettre à jour d'ailleurs ces orientations, y compris celles qui portent sur la prise en charge clinique et nous espérons que ces documents seront prêts d'ici à la fin de l'année. Mais dans l'intervalle, nous verrons à répondre à toutes vos questions. Nous remercions les orateurs ainsi que les participants et je donne maintenant la parole à Cedric afin qu'elle puisse prononcer quelques remarques de conclusion. Bien, étant donné que nous sommes à la fin du temps imparti, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints. Merci aux orateurs et merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce webinaire en coulisses. Et merci à toutes les personnes qui ont soumis leurs questions, qui se sont joints à nous. Comme cela a été dit, nous allons essayer de répondre à tous. Si vous souhaitez avoir des informations au sujet des webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire à notre liste de diffusion. Nous espérons que vous nous rejoindrez le 20 juin à l'occasion du prochain webinaire. Vous pouvez utiliser le même lien que celui que vous avez utilisé pour vous inscrire à ce séminaire. Et donc, n'oubliez pas de vous inscrire si cela vous intéresse pour le 20 juin et nous nous voyons la semaine prochaine.